il y a une présence des gens qui disparaissent. Je le vois, il sourit et il est content. Et de manière spontanée, je regarde toujours en haut quand je lui parle. Et le matin, je promène ma chienne tous les matins. Et tous les matins, je pose ma main sur un arbre. Et je lève la tête. Et un matin, je l'ai vu en ange de Chagall. Peut-être parce que j'étais allée à l'opéra pas longtemps avant. C'est peut-être d'avoir revu ce plafond de Chagall. Et c'était un personnage de Chagall. Et depuis, il est comme ça. Et il est content. Dans cet épisode de dialogue, je reçois Perla Servan-Schreiber, qui témoigne dans ce livre à la fois du changement profond qui a lieu dans sa vie quand elle rencontre celui qui va devenir son mari, leur vie, puis la perte. La perte, le décès de son mari, la douleur, la perte des repères, ce qui devient une manière d'une certaine métamorphose. Mais peut-être j'en ai déjà trop dit, il est temps d'écouter Perla. Je suis Fabrice Midal, auteur de nombreux livres et enseignant de nombreux cours en ligne que vous pouvez trouver sous la description ci-dessous. Vous êtes sur Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Perla. Bonjour. Alors vous publiez ce livre, Vivre après toi. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'amour ? Parce qu'au fond, en le lisant, c'est d'abord quand même si ça parle de la perte de votre mari, ça parle aussi de ce qu'est l'événement de l'amour dans une vie. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir perçu cette dimension dans ce livre qui, en fait, je ne m'en suis rendu compte qu'en le relisant pour la énième fois. Après l'avoir écrit, je dois d'abord préciser, vous le savez, mais je vais préciser pour ceux qui nous écouteront. Jean-Louis est mort le 28 novembre 2020 de la Covid. Un mois après, le vaccin était là. Et la première femme a reçu sa première piqûre de vaccin. Le livre est fait à partir d'un journal, on va appeler ça, même si ça n'était pas du tout quotidien, que j'ai tenu à partir du jour de sa mort, le 28 novembre 2020, jusqu'au 28 novembre 2022. Donc ce sont les 2 premières années. Alors nous sommes dans la 6e année aujourd'hui, et ce dont je me suis rendu compte, effectivement, c'est que autant les premières pages écrites étaient encore très imprégnées de la perte et de la sidération. Il y a beaucoup de questions dans les premières pages. Autant ensuite, je m'adressais à lui, en le tutoyant d'ailleurs, alors que je l'ai vouvoyé toute ma vie. Et du jour où il est mort, c'est le tu qui est sorti sous ma plume. Donc, je lui racontais mes journées, mes évolutions. Donc, c'était déjà devenu sur un ton différent. Et puis, comme vous le disiez très justement, quand j'ai fini tout ça, et que j'ai coupé beaucoup de choses, j'ai mis en ordre, enfin bref, d'un journal brouillon est sorti à peu près un livre qui, j'espère, se tient. En fait, c'est l'histoire d'amour que j'ai racontée. Et qu'est-ce qui pouvait sortir d'autre associé au nom de Jean-Louis, si ce n'est ça? C'était évident que c'était ça qui sortirait. Alors, l'histoire d'amour, c'est d'abord le choc d'une rencontre, parce que vous ne vous attendiez pas du tout. Vous aimiez bien être seul, vous avez vécu longtemps seul, et vous trouviez que c'était vraiment très bien. Oui. Et donc, si vous voulez bien raconter ça, ce passage-là. Oui. Parce que c'est déjà assez singulier. Oui, c'était
C'était singulier. Mais tout était singulier dans cette histoire. Enfin, d'ailleurs, chaque histoire, évidemment, est singulière. Hein. Je n'ai pas le sentiment voilà, d'être quelqu'un à part. Pas du tout. C'est juste que c'est la mienne. Mais c'est tout. Effectivement, j'ai fait le choix dans ma vie très tôt de ne pas me marier et de ne pas avoir d'enfants, puisque mon obsession première, ayant vu ma mère souffrir d'un état de dépendance totale, évidemment, puisque c'était sa génération, c'était ainsi, et au Maroc encore plus, où je suis née, je me suis dit, le seul moyen d'être libre, c'est de pouvoir partir d'où que je sois, avec mon sac à dos sur l'épaule. Donc, pas d'enfant, et donc pas de mari. Et la vie a fait que j'ai eu, comme tout un chacun, beaucoup d'amoureux, de très belles histoires d'ailleurs, et que jamais personne n'a habité chez moi, ni moi chez lui. Et puis, après avoir passé une douzaine d'années ou 13 ans à Marie-Claire, où je m'occupais de la publicité, où j'étais très heureuse. J'ai été très heureuse de faire ce métier dans 2 magazines merveilleux qui étaient Elle et Marie-Claire, où j'ai fait des rencontres. Qu'est-ce qui peut arriver de mieux dans une vie que des rencontres ? J'arrive à 82 ans en me disant, c'est évidemment vivre, c'est faire des rencontres. Point. Vraiment de toute nature. Je suis bien d'accord avec vous. Vraiment. Quand on se retourne sur son passé, on se dit, les choses les plus belles, c'est les rencontres les plus inattendues, qui ont tellement apporté, ouvert de... Et qu'au fond, c'est ça qui enchante la vie. Compte, oui. D'avoir su saisir la chance de certaines rencontres. C'est vrai. Et une rencontre, par définition, c'est inattendu. On ne sait pas qui on a en face, et puis on ne sait pas si on le reverra, si on la reverra, et dans quel terme, et combien de temps ça durera. Donc, c'est exactement comme est la vie. On ne nous a pas promis, en venant au monde, qu'on allait vivre 20 ans, 10 ans, 50, 95. Donc, nous sommes absolument... Tout est dans l'inconnu. Vivre, c'est ça. C'est véritablement vivre l'inconnu et essayer de se préparer à tout, mais bien sûr qu'on ne peut pas se préparer à tout. Donc, après avoir travaillé pour des magazines, des grands magazines formidables, que j'ai très modestement contribué à se développer vraiment très très bien, j'avais envie de faire mon magazine, évidemment. Donc, avec la directrice de la mode de Marie-Claire à l'époque, Claude Brouet, qui est la plus grande dame de mode de la presse, parce que j'ai eu la chance, avec d'autres, de vivre les 50 plus belles années de la presse française. J'allais le dire. Quand on parle de la presse, oui, c'est fini aujourd'hui, mais vous avez vécu l'époque héroïque. Voilà, c'était l'époque de la presse, ça n'a rien à voir avec moi, mais j'ai eu la chance de vivre ces temps-là. Et on a eu envie de lancer un magazine très chic, elle et moi, et avec un directeur artistique, et on avait préparé une maquette, et il me fallait un business plan, ça je ne savais pas faire. Donc je me disais, je vais aller voir des patrons de presse. Bon. J'avais pour amie une personne qui s'appelle Fabienne Servan-Schreiber, et qui m'a dit, mais va voir mon cousin, il est éditeur. Alors j'ai dit, mais c'est qui ton cousin qui est éditeur? Alors elle me dit, mais c'est Jean-Louis Servan-Schreiber. Je dis, mais il fait l'expansion. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense de mon... Moi, j'ai un projet de mode snob international. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout dans ses cordes. Et elle me dit, mais va le voir, il va te donner des conseils. Donc, très bien, elle m'a donné son téléphone, je n'ai jamais appelé. Puis un jour, elle m'a dit, tu as rendez-vous mercredi à 17h. Donc, j'y suis allée mercredi à 17h. Voilà. Et j'ai trouvé un monsieur, comme je le dis, je crois, dans mon livre, tout petit, avec un gros nez et un sourire absolument merveilleux. Très, très, très. Il m'a servi le thé et j'ai déroulé ma maquette. Il a écouté avec beaucoup d'attention. Il ne m'a pas interrompu une seule fois, puis après, il m'a posé des questions. Voilà.
Et puis il m'a dit, écoutez, on va se revoir. Il me dit, pour moi, c'est un peu exotique, c'était son mot. Et c'était très élégant de le dire de cette manière. Mais il faut qu'on voit mon directeur artistique. OK. Mon directeur financier, pardon. OK. Donc, rendez-vous est pris 15 jours après. Et puis voilà. Et puis cet homme m'a appelé dès le lendemain matin à 7h moins le quart. Il n'y avait pas les téléphones portables. Hein. Nous sommes en 86. Et il m'a téléphoné. Je me demandais qui pouvait m'appeler à cette heure-là. Enfin bref. Comme on s'était dit, je ne sais plus comment, dans la mini-conversation, que je me réveillais tôt et lui aussi. Et il m'invite à prendre un thé. Alors, je ne sais pas ce que j'ai raconté comme mensonge. J'ai dit que j'étais occupée. Puis j'ai continué à mentir le lendemain. Puis j'ai continué à mentir le surlendemain. Puis je devais aller à Londres et j'y suis allée. Puis je suis revenue. Bref, j'ai tenu les 15 jours sans le revoir. D'ailleurs, j'avais aucune envie de le revoir. Enfin, pour moi, c'était... Enfin non, je sais pas. C'était pas... J'ai pas du tout, en rencontrant cet homme, me disant, bon, il me plaît, il est... Pas du tout. OK. 15 jours après, on se voit avec le directeur financier. Je vous raconte ça, et puis après, c'est fini, là, dans une minute. Et après le rendez-vous qui était en fin de journée, il était avec son petit teckel, comme toujours. Et là, il me dit, et si on allait dîner ? J'ai dit, là, je suis un peu coincée. J'ai dit, écoutez, très bien, allons dîner. On va dîner. On parle philosophie. Il me raccompagne à la maison. Tout ça va bien. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. On devait être en, je sais pas quoi, en octobre. Oui, c'est ça, en octobre 86. Je suis allée m'installer chez lui le 31 octobre 86, jour de son anniversaire. Donc c'est lui qui est tombé amoureux de vous d'abord. Ben oui, c'est clair. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ça a basculé ? C'est en ce dîner-là ? Pas Qu'est-ce du qui s'est tout. passé ? À quel moment ? C'est pas à ce dîner-là. C'est pas au premier dîner. Pas du tout au premier dîner. C'est au deuxième dîner où effectivement on a passé un bon moment de la soirée ensemble. Puis je suis rentrée chez moi. Puis on a continué comme ça pendant, je sais pas, une semaine ou deux, où moi je rentrais à la maison et voilà. Et puis, il me propose de m'installer chez lui et de l'épouser. Et là, j'étais vraiment dans Donc il était très sûr de lui. Très. Et croyez-moi que quand il veut quelqu'un ou quelque chose, il l'obtient. Peu importe. Il décide qu'on se marie, il me le propose, et je me dis, après tout, c'est drôle cet homme, j'ai pas envie de vivre une aventure voilà, comme celle que j'ai déjà vécue. Pourquoi est-ce que j'essaierais pas ça ? J'avais donc 43 ans, quasiment. Et je me suis dit, très bien. Et Dieu que j'ai bien fait. Ce qui est impressionnant dans votre histoire, c'est que vous vouliez à tout prix éviter de perdre votre liberté, mais vous avez trouvé un équilibre avec lui où vous avez été très libre. Totalement libre. Vous avez vraiment trouvé chacun votre place, il vous a vraiment poussé à être vous-même. Il m'a poussé à être moi-même, il m'a aidé vraiment à développer notamment l'écriture. C'est lui qui m'a proposé d'écrire, parce que j'étais quand même très troublée la première année de mariage. C'était vraiment, je trouvais un homme, mais je trouvais aussi un style de vie quand même. Il avait 49 ans, il avait été marié, il avait 3 enfants. Il ne pouvait pas vivre une heure sans les chiens, je détestais les chiens. Il avait une maison de campagne, je déteste la campagne. Enfin, vous voyez, c'était voilà, c'est un mode de vie qui n'était pas du tout le mien. Et il avait quand même des enfants. Donc, il faut quand même un moment pour s'adapter à des grands enfants, 2 grandes et puis 2 adolescents. Avec les adolescents, ça allait bien. Les 2 grandes, c'était plus compliqué.
ça a fini par être une famille magnifique, mais y compris avec moi. Donc tout ça était... Mais il fallait affronter tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Peut-être qu'il faut que je m'en aille. C'est pas du tout un truc pour moi, il faut peut-être que je m'en aille. Et là, il a l'idée de me dire, eh ben, on va écrire un livre ensemble, toutes les deux. Impossible à refuser. Et à quel moment il vous emmène dans l'aventure d'inventer Psychologie Magazine? Oh là là. Alors ça, c'est bien après, parce que là, on est encore à l'expansion. Puis après, il a développé l'expansion après la chute du mur de Berlin. C'était une aventure magnifique pour lui. Il a pensé que tous ces pays-là qui se libéraient allaient avoir besoin de magazines économiques. Il en a fondé un certain nombre dans plein de pays d'Europe de l'Est. Moi, je ne m'en suis pas occupée de ça, mais je l'ai accompagné à certains voyages. Et puis, c'est trop développé trop rapidement. La crise financière est arrivée avec la guerre d'Irak. La pub est totalement tombée dans le magazine Expansion. Et là, c'était la catastrophe. Voilà. On a perdu le groupe Expansion. Et quasiment. On est arrivé quand même à le vendre après qu'un éditeur nous ait proposé un franc symbolique. On était encore au franc pour le groupe. Et là, bon, c'était fini. On est parti au Maroc et on est revenu parce qu'on a racheté Psychologie. Et là, on a développé Psychologie ensemble. Mais c'était son idée, son désir. Je ne savais même pas ce que c'était Psychologie. Vraiment, lui... Il a racheté une revue qui était assez confidentielle. Oui. Et il en a fait un des plus grands succès. Et voilà. Qui a ouvert la porte à tout ce dont on parle aujourd'hui. Tout. Le souci tout de ce la qui est devenu une industrie et un mode de vie mondial. Réfléchir à la santé, réfléchir à l'alimentation, réfléchir à la spiritualité, réfléchir au bien-être, comprendre la psychologie, le développement personnel, tout ça, c'était un peu... C'était totalement parti de là. Le premier. En France, ça a vraiment été le début. Et puis, petit à petit, d'autres sont nés, d'autres magazines, bien sûr, dans ce même... disons, sur ce même créneau. On est resté, en tout cas, en tête tant qu'on y était. Et puis, on a eu la bonne idée, comme on a été très échaudé par la vente de l'expansion, Jean-Louis a eu la bonne idée d'accepter de le vendre au bout de 10 ans, c'est-à-dire quand on était au sommet. Hein, c'était à 380 000 exemplaires. C'était vraiment énorme. Énorme, énorme. Voilà. Vous dites dans le livre... J'ai rencontré, aimé et soigné un prince. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En quel sens c'était un prince? L'élégance de cet homme en toutes circonstances, hein, que ce soit les moments difficiles passés avec le groupe Expansion, que ce soit des moments familiaux aussi, plus compliqués. C'est toujours dans des moments où les choses sont moins fluides qu'on se rend compte véritablement quel est le tempérament de la personne avec laquelle on partage sa vie. Et j'ai trouvé cet homme qui a toujours été d'une élégance incroyable. Et ce que j'ai aimé chez cet homme, c'est sa liberté aussi. Ça tombait bien, puisque c'était pour vous le point central. Moi, c'était un point central. Et donc vous êtes retrouvés là-dedans. Et on s'est beaucoup retrouvés là-dedans aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est en couple, que chacun soit libre? Ça veut aussi dire que nous n'avons pas forcément, nous ne partageons pas forcément toutes les amitiés non plus. Voilà, je sais que il avait besoin aussi d'avoir des amitiés féminines. Moi, j'avais mes amis aussi qui n'étaient pas toujours, je veux dire, des personnes avec lesquelles il avait grand-chose à faire ou à dire et que je voyais. Et tout était bien ainsi. Tout était bien ainsi pour nous. Vraiment. L'amour a été, et cette rencontre, une transformation intérieure. Oui. Oui. Pour lui. Ne serait-ce que parce qu'il vivait dans un monde tellement organisé, comme vous l'avez dit, vous aviez une vie plus flottante.
Oui. et rentrer un peu dans sa vie, puis après travailler avec lui, où vous aviez chacun votre rôle. Oui, on avait chacun. Ça, c'était très, très important pour moi. Même sur le plan professionnel, on a travaillé ensemble pour développer psychologie, bien sûr. C'était très important que chacun ait son territoire. Et surtout, pour moi, ce qui était essentiel, c'est que une affaire ne se dirige qu'avec un patron, pas avec deux. C'est clair que le patron, c'était lui pour moi. Lui, c'était le patron. Donc, les grandes décisions qu'il y avait à prendre dans le domaine du développement de psychologie, c'était évidemment lui. Même si je faisais avec lui la quasi-totalité des sommaires, même si j'étais là pour répondre vraiment à ses propres interrogations, mon métier était évidemment de diriger la publicité et de donner, voilà, de rapporter le maximum d'argent possible. Et je crois que voilà, on est arrivé à le faire avec beaucoup d'élégance. Vous dites beaucoup dans le livre qu'il vous a appris à vivre dans un monde plus large que le vôtre. Il y a quelque chose, comme dans cette rencontre, par le fait qu'il vous a appris à écrire, Ah oui. il y a quelque chose, il a ouvert votre... Oui. Vous aviez déjà un univers assez ouvert, comme on l'a vu, oui, mais quand même, il y a mais il y a quelque chose oui. comme oui. Et je crois que ça aussi, c'est rencontrer quelqu'un et une relation d'amour, c'est pas juste une personne et une personne, on est transformé par cette rencontre, et dans le livre, vous témoignez beaucoup de cette transformation. Que l'amour aussi nous transforme, à la fois le fait d'être aimé, mais aussi ce que ça offre comme nouvelle possibilité de vie. Moi, je crois que c'est à ça qu'on reconnaît un amour. C'est au fait qu'on est transformé. C'est là qu'on voit la différence entre avoir vécu des relations agréables, amoureuses, et ce que c'est que vivre vraiment et partager une vie avec quelqu'un en amour. Donc dans le livre, évidemment, vous parlez de la maladie. Ce qui était incroyable, vraiment, c'est cet homme qui avait une attention, mais plus que méticuleuse par rapport à ce qu'il mangeait, à ce qu'il faisait, à son corps. Réellement, alors au début, ça me paraissait étrange, puis après, vous savez, quand on forme un couple, chacun a des rituels, a des tics, a des manies, alors qu'ils peuvent agacer ou pas. Mais en tout cas, moi, je sais que même ce qui m'a agacé au début très vite m'a fait rire. Parce qu'il avait un souci de lui. Ah oui. Vous racontez ça aussi un peu dans le livre, oui. Qu'on identifie plus souvent à des qualités féminines, mais il avait un souci de lui extrême. Je me souviens très bien de ça. Il fait très attention à tout ce qu'il mangeait. Tout. Ses déjeuners, il mangeait une feuille de salade. C'était très impressionnant. Oui, parce qu'on ne déjeunait pas ni l'un ni l'autre. Je sais. Donc voilà, en Hollande. Voilà. Donc il y avait toute une règle, il y avait tout un... Oui, il y a des rituels absolument incroyables dans nos vies. Et en fait, ça m'allait assez bien, moi, parce que ça me cadrait. Je suis assez ritualisée aussi. Mais en tout cas, le type de rituel qu'il a posé et que j'ai totalement accepté dans notre vie de couple m'a permis vraiment de faire davantage de choses et de les faire différemment, réellement. Donc on parlait de la maladie, vous disiez, lui qui avait fait attention à tout. Oui, lui qui a fait attention à tout. On aurait imaginé vraiment pas quelqu'un attraper une maladie neurologique, comme en fait ce qu'il a eu. Donc avant le Covid, il avait une maladie neurologique qu'il a quand même beaucoup... s'est manifestée par... au début, c'était à peine perceptible, mais Sophie, qui a travaillé 30 ans avec lui, et moi étions, disons, là, en tout cas les deux personnes dans son intimité. Et nous avions remarqué l'une et l'autre, même au journal, qu'il commençait à avoir, à marcher, voilà, sans marcher très droit parfois. Mais c'était à peine perceptible, mais on l'avait remarqué. Puis après, il n'arrivait plus à monter des marches, parfaitement à les descendre, sans problème. Et puis après, il s'asseyait, tout allait bien, voilà. Et en se levant, là, il perdait l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de tension, vous voyez, qui chutait très gravement en position debout. Alors, on a commencé à faire les neurologues, les radios, les examens. Personne ne comprenait rien. On voyait bien une petite tache en bas du cerveau ici, dans les IRM, mais qu'il n'arrivait pas à lire, à savoir ce que c'était. Et on n'a jamais su.
Si. Là-dessus, la Covid est arrivée. Nous avons attrapé la Covid. Et lui et moi et bien d'autres autour. Et pendant qu'il était à l'hôpital pour la Covid, tous les examens très longs dont on n'avait pas eu les résultats étaient arrivés. Et le docteur avait une dernière question à élucider. C'est est-ce que ce point était une maladie d'origine chronique ou est-ce que c'était une maladie d'origine alimentaire? Alors, alimentaire avec quelqu'un qui mangeait, enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que, alors qu'il était à l'hôpital et que j'étais à ses côtés, on a eu un coup de fil et il ne savait pas que Jean-Louis avait la Covid et qu'on était à l'hôpital, puisqu'on ne l'avait pas eu depuis quelques semaines. Et là, il a dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est d'origine alimentaire et là, on peut stopper la maladie. » Mais il est mort de la Covid. Et c'était quoi comme alimentaire? On a une idée? Non, pas du tout. J'en suis restée là. Et en fait, c'est ce que j'ai su ensuite, pas avec lui, mais je veux dire, j'ai su parce que je suis dans une famille de médecins. Mes frères, mes belles-sœurs, enfin tout le monde est hospitalier. Et que c'est une forme de métabolisme, voilà, c'est un déséquilibre du métabolisme des aliments. Ça ne tient pas à ce que vous mangez, mais la manière dont vous les métabolisez. Donc après, vous parlez donc la maladie, vous parlez de l'attention que ça transforme en vous. Sa maladie vous rend très attentive. Ah oui, Là, on sent ça paraît absurde, mais j'ai même aimé et tellement aimé m'occuper de lui parce que c'était devenu vraiment perdre l'équilibre. C'est de chaque instant, quoi. Je veux dire, la phobie de la chute est terrible. Puis il a chuté, puis il a eu un traumatisme crânien, puis bon, après il y a eu voilà les hôpitaux. Enfin, d'autres gens ont vécu des choses bien pires que ça, mais disons qu'il y a eu une accélération, voilà, de choses difficiles pour lui à vivre. Il a toujours vécu tout ça avec un sourire absolument incroyable. Il n'a jamais perdu espoir. Et même quand il savait que plus jamais il ne pourrait se tenir debout tout seul et marcher correctement, il avait décidé qu'on mettrait un ascenseur pour monter à la chambre, puisqu'il y avait un petit étage. L'idée étant de vivre en Provence, où Jean-Louis avait une maison, déjà quand je l'ai rencontré là-bas, qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup être en Provence. Et il avait tout décidé. On avait choisi l'ascenseur, on avait vu le marchand d'ascenseurs, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, il a eu la Covid, et puis voilà. Il y a son décès, et vous parlez beaucoup évidemment du deuil, et vous montrez que le deuil, ce n'est pas une ligne droite. Votre livre, c'est aussi sur les moments d'apaisement et les moments déchirants, et que ce n'est pas linéaire. Non, c'est pas linéaire du tout. Je dirais que c'est encore plus troublant que ce ne soit pas linéaire. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je crois que vous dites quelque chose là d'essentiel du livre. Au fond, votre livre, c'est étonnant et surprenant que ça n'est pas linéaire. Oui. Vous êtes vous-même déconcerté de ce qui vous arrive. Je suis totalement déconcertée. Réellement, j'ai été... non seulement dans ce chagrin impossible, mais il y avait comme un refus, évidemment. Vous le savez, vous qui avez tellement travaillé sur l'acceptation. Et c'est très difficile, ça m'a été très difficile d'accepter la mort de cet homme. Toute la période où je n'avais pas réussi à réellement l'accepter, parce qu'il y a bien sûr se rendre à l'évidence, mais ça suffit pas. Il faut l'accepter profondément. Et avant que ça n'arrive, c'était vraiment une période extrêmement complexe. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très entourée
de ma famille, de mes amis, des filles de Jean-Louis qui étaient magnifiques, des petits-enfants. Ça, c'est évidemment extrêmement important, très important. Même si au fond de vous, ça vous aide à vous lever à peu près le matin et à vivre des journées, mais je veux dire, cette cassure, elle est là. Il faut apprendre à marcher sur une patte. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, votre livre, c'est aussi qu'il y a comme une sorte de métamorphose de vous-même, une autre vie qui s'ouvre à vous. Moi, j'ai l'impression, oui. Et ça aussi, c'est c'est un livre plein d'intégrité et d'honnêteté, et vous montrez qu'il y a une possibilité, tout en restant très lié à Jean-Louis et dans une très profonde fidélité, en même temps de vous étonner vous-même d'une autre vie qui arrive. Ah oui, alors il y a deux choses qui ont été pour moi, hein, c'est vraiment, je ne parle que de moi là, qui ont été pour moi terribles ensemble. C'est sa mort, c'est-à-dire sa disparition physique, mais en même temps, la fréquentation continue de cet être qui était présent. C'est-à-dire ? Il y a une présence des gens qui disparaissent et ma chance, ça a été que 2 mois après la mort de Jean-Louis est sorti un livre qui a été pour moi fondamental et qui s'appelle « Vivre avec nos morts » de Delphine Horviller. Et elle explique dans ce livre que nos morts restent nos fantômes, même dans la loi juive, j'ai appris par elle, parce que je ne le savais pas, je suis juive, et je ne savais pas du tout que les morts restaient avec nous. Ils restaient avec nous. Ils sont partis, ils vivent leur mort, si je puis exprimer cette expression bizarre. Ils vivent leur mort de leur côté, mais ils continuent à nous accompagner et à être là. Et ça, c'est très important. Donc, une fois que j'ai accepté ça, d'abord, j'ai cessé de croire que j'étais en train de devenir folle, parce qu'il y a quand même ce doute pendant quelques semaines après sa mort, où je me suis dit, je suis en train de perdre la tête, et ça, c'était très embêtant. Et puis, ce livre est arrivé, et puis là, j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main, le journal de deuil de Roland Barthes, le Yankelevitch sur la mort, tout ce qui a pu sortir, et qui sortait depuis très longtemps, mais je n'avais pas. Et tous m'aidaient petit à petit à accepter cette présence-absence qui est là. Dans le livre, c'est très beau parce que il ressemble à un personnage de Chagall. Il y a 3 occurrences dans le livre où c'est un personnage de Chagall. Il me manquait dans cette évolution, vous voyez, qui petit à petit me permettait de mieux vivre avec cette absence. Il me manquait à ce qu'il ait une forme. D'abord, il ne parle pas. Il est là, mais il ne parle pas. Mais je le vois, il sourit et il est content. Et de manière spontanée, je regarde toujours en haut quand je lui parle. Et le matin, je promène ma chienne tous les matins. Et tous les matins, je pose ma main sur un arbre. Et je lève la tête. Et un matin, je l'ai vu en ange de Chagall. Celui-là même. Peut-être parce que j'étais allée à l'opéra pas longtemps avant. C'est peut-être d'avoir revu ce plafond de Chagall. Et c'était un personnage de Chagall. Et depuis, il est comme ça. Oui, et il est content. Donc il y a dans le livre, ce qu'on a dit, aussi la description de votre renaissance, d'une certaine... Alors, ce qu'il y a d'assez étonnant aussi, là, c'est que je revis comme je vivais avant de le rencontrer. Très entourée d'amis tout le temps. Donc ça, c'était mes 2 questions un peu joker. 1, quel est votre secret
quel est le secret pour renaître? Et là, vous l'aviez déjà dit un peu, vous le redites, on a l'impression que votre secret, c'est cette ouverture aux autres. Je crois que c'est l'ADN. De la capacité de renaître. Oui, à 50%. Je suis née joyeuse. Donc à 50%, vous êtes née joyeuse, qui Et vous a aidé, oui. Et 50%, c'est l'ouverture aux autres. C'est l'ouverture aux autres, beaucoup. Donc cet accompagnement, parce que vous avez parlé de votre famille, mais vous avez aussi beaucoup d'amis, vous recevez beaucoup de gens. Beaucoup. Et j'aime ça. Et on sent que ça, encore une fois, à votre propre surprise, vous donne une autre vie. Oui, bien sûr que ma vie a profondément changé sans changer. Mais là, c'est ça aussi, on plonge dans un univers de paradoxes et il faut accepter que les choses ne soient pas toutes blanches ou toutes noires et dans cette affaire, vous voyez. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, j'avais repris mon mode de vie d'avant Jean-Louis, où, certes, des hommes étaient dans ma vie, et toujours pour des périodes assez longues d'ailleurs, mais j'ai toujours eu à côté ma vie à moi, avec mes copines, mes copains, avec mes sorties à moi. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui maintenant, depuis la mort de Jean-Louis, est devenue très importante dans ma vie, c'est tout ce qui touche à la beauté. C'est devenu quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus que je ne suis jamais allée ou à des expositions. C'est vrai, du reste, je dois avouer que nous nous y croisons de temps en temps. Oui. Je vous vois de temps en temps. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Et cette journée que nous avons passée hier dans cette fondation Folon à une demi-heure de Bruxelles, ça vous a c'était nourri. Un tel enchantement. Ça vous remet en rapport à la joie? Ah mais totalement, ça me branche vraiment dans quelque chose à la fois de fascinant, de joyeux et une rencontre avec une personne. Voilà, j'ai rencontré Folon hier et j'ai toujours énormément aimé le travail de cet homme, que ce soit les dessins, les aquarelles ou autres. Je ne connaissais pas sa sculpture que j'ai découvert également hier dans cette fondation, mais j'ai une capacité aujourd'hui et une curiosité. Je vais beaucoup plus aux expositions que je n'y allais, beaucoup plus au cinéma que je n'y allais, beaucoup plus. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très, je veux dire, en temps consacré. Je crois que j'ai autant de temps consacré à l'écriture, à mon travail, que à aller rencontrer la beauté où qu'elle soit. Du temps de Jean-Louis, il y avait certaines œuvres aussi qui ont joué un rôle important. Beethoven jouait un rôle important pour lui. Ah, mais lui, c'était la musique classique. Hein. J'ai vécu 34 ans avec cet homme, 34 ans à écouter la musique classique. Alors, je ne dis pas que j'étais toujours très, très ouverte pour écouter sa musique, mais il l'écoutait dans son bureau. Et évidemment, nous avions la chance et le luxe d'avoir un grand appartement que j'ai toujours. Et son bureau était quand même pas tout près du mien, ce qui fait qu'il pouvait écouter sa musique, travailler en musique tout le temps. Et j'ai, pendant ces 34 ans, moi, cessé d'écouter de la musique, ma musique, qui n'était pas du tout la musique classique. Et j'ai découvert et appris à aimer, même si parfois j'aurais été tentée qu'il n'y ait pas de musique du tout. Est-ce que vous aimez mieux la musique de Dylan et des choses comme ça? Ah, moi, je suis plutôt vraiment très, très 60s. Et c'est sûr que Dylan me fait plus d'effet, c'est certain. Et je me retrouve à réécouter Dylan et à réécouter Michel Berger, à réécouter Leonard Cohen et à réécouter tous ces poètes extraordinaires d'ailleurs. J'ai découvert la poésie. Ça m'a sauvée aussi. À quel moment? Je lis beaucoup de poésie. La poésie, je l'ai découverte avec Bobin, mais Jean-Louis était évidemment encore de ce monde. Je ne sais pas, mais il y a maximum une quinzaine d'années. J'ai quand même 82 ans.
Et depuis, j'en ai découvert plein. J'ai adoré dans votre livre le passage sur Delbo et le misanthrope. Oui, ça, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je raconte dans Vous mon racontez dernier livre, dans votre dernier livre comment oui. Charlotte Delbo, qui est en camp de concentration, donne un repas, ce qui veut dire ce qui est vraiment Elle a donné son pain en échange d'avoir un exemplaire du misanthrope qu'elle a après appris par cœur tous les jours. Et ça a été une vraie nourriture spirituelle. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que les gens pensent toujours que la poésie, c'est un supplément d'âme. Et on voit que des gens, ça les a sauvés. Non, et ça l'a sauvée doublement de ce point de vue-là. D'abord, bien sûr. Et puis, quand elle a montré qu'elle avait le misanthrope, les femmes avec qui elle partageait un morceau de pain tous les soirs étaient là. Elle avait donné son pain, donc elle n'en avait pas. Et en lisant des pages du misanthrope, chacun a donné un petit morceau de son pain, ce qui fait qu'elle a pu dîner et avoir le misanthrope. Je crois qu'elle l'a gardé jusqu'à sa libération. Elle l'avait encore. Et Charlotte Delbo était la secrétaire de... Ah, je ne sais pas. Charlotte Delbo était la secrétaire de Jean Jouvet. D'accord. Et donc, elle avait un amour déjà profond du théâtre qu'elle connaissait par là. J'ignorais ça. Et qui explique... Moi, on m'a offert son livre, un livre de poésie d'elle que j'aime énormément et je l'ai découvert très récemment. Comme Edith Bruck, d'ailleurs, je l'ai découvert très récemment aussi. Alors, la dernière question que j'avais pour vous, c'est... Donc, je vous avais donné un des secrets pour renaître. Et le deuxième secret, c'est comment vous faites pour inspirer tant de gens. Parce qu'il y a tant de gens que vous inspirez. Donc, je me suis dit, peut-être vous pourriez nous dire quelques-uns de vos secrets. Ou un de vos secrets. Je ne crois pas aux secrets. Je ne crois pas qu'on en ait, d'ailleurs. Je ne crois pas aux secrets. Je crois encore une fois au tempérament. Et probablement, je ne sais pas, mais c'est aux autres qu'il faut poser cette question, mais pas à moi. Mais c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup avec Sophie, qui m'a fait vraiment l'amitié de continuer à travailler avec moi après la mort de Jean-Louis. Parce que vous racontez un peu dans le livre, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, beaucoup de gens, même jeunes, vous êtes vraiment une source profonde d'inspiration. Ils viennent vous voir régulièrement, vous demander des conseils. Tout le temps. Donc, j'avais quand même... Peut-être vous pouvez, alors, si vous n'avez pas de le secret, raconter un peu comment ça s'est mis en... Je vous jure, je vous le dirai. Non, mais je sais. Mais est-ce que vous pouvez raconter comment ça se passe? Comment ça s'est mis en place, disons, cette situation? C'est assez singulier. Je crois que c'est le rôle que vous jouez est assez singulier. Les cheveux blancs, non? Je ne sais pas, peut-être ça doit être ça. Non, moi, je peux vous dire. Oui, dites-moi. La curiosité. Ah oui, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter les gens, c'est vrai. Vous avez envie de comprendre, il y a cette sorte de curiosité. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. C'est un des éléments, sans doute. Peut-être votre joie. Peut-être, oui, je crois qu'il y a ça. Dans un monde où les gens sont, peut-être en vous voyant, vous leur donnez de la joie, et au fond, votre livre montre que malgré l'épreuve... Vous voyez, vous avez déjà donné 3 raisons. Ouais. Donc, vous voyez, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Mais on s'amuse toujours avec Sophie à dire, mais encore, elles ont écrit que j'étais inspirante, c'est pas possible. J'ai fini par prendre en grippe ce merveilleux qualificatif, d'ailleurs, mais il n'y a qu'un mot qui sort, c'est celui-là. C'est très, très particulier. Ben oui, mais même dans la rue, je veux dire, c'est très bizarre. Puis, on peut essayer de votre élégance aussi. Peut-être parce que je suis habillée en blanc, que ça... Je sais pas. Peut-être si. On voit certains éléments. Vous avez raison. La question, c'est... Vous avez raison d'essayer de rester modeste. Mais disons, c'est intéressant. Je trouve que c'est pas une question... Mais j'aime les gens. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant de montrer... parce que vous auriez pu, après le deuil, après cette histoire grandiose avec Jean-Louis... être amer. Je trouve que c'est beau de montrer qu'il y a à la fois une renaissance, tout en étant une fidélité, qui n'empêche pas le chagrin, et en même temps que vous transmettez des choses, parce que si vous êtes inspirante, ça veut dire que les gens disent que vous les aidez à grandir. Oui, probablement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je continue à vivre avec Jean-Louis. D'abord, j'ai besoin de ses photos, j'en ai partout dans la maison. J'ai besoin de son sourire le matin quand je me réveille, le soir quand je me couche, partout. J'ai besoin de le retrouver. Je sors très peu le soir.
Et j'ai besoin de le retrouver en fin de journée. Il y a une photo de lui dans la cuisine, là où on dînait en tête à tête tous les deux. Et je m'assois toujours dans cette banquette et je suis là et voilà, et je regarde et je dîne à côté de lui. Et puis quand je vais dans la chambre, il y a à nouveau une autre photo de lui qui sourit. Il est toujours là. Merci beaucoup. Merci Perla d'avoir partagé avec nous Merci votre beaucoup. chemin. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.